Merci Eliant et merci au musée de la photographie donc, de m'inviter à présenter cet ouvrage et à présenter une exposition de mes photos. Donc effectivement, nous allons nous promener dans le sud-est de Madagascar. Alors cet ouvrage donc, que je vais présenter, Madagascar au pays des 7 rivières, c'est un livre de photos. Mais j'ai voulu aussi que ça soit une sorte de synthèse anthropologique de mon parcours dans ces 3 sociétés. Et j'ai prolongé finalement la description de ces 3 sociétés par une comparaison entre les différents systèmes, les grands systèmes politiques de Madagascar. On y reviendra tout à l'heure. Alors vous avez sur cette carte donc, la situation des 3 sociétés en question. D'abord, pour commencer, pourquoi le sud-est de Madagascar? En fait, c'est un peu par hasard, puisque j'étais agronome au départ. J'ai été affecté comme coopérant d'abord militaire à Farafangane, mais là je n'ai pas fait d'anthropologie ni d'enquête. Ensuite, j'ai demandé à revenir en coopération civile et là j'ai été affecté à Fort Carnot. Donc c'est la ville qui s'appelle aujourd'hui Ikungo. Et donc ça n'était pas un choix, mais j'ai rapidement vraiment aimé cette région et la population qui l'habite. Donc il y a eu un premier séjour de 1971 à 1973. C'était des séjours de 20 mois. J'avais à diriger un sous-secteur de l'opération Café-Poivre. C'était, en effet, on multipliait des caféiers, mais il y avait également une section poivre. Et ce sous-secteur dépendait de Mananzar. Donc j'étais amené à descendre sur la côte dans la ville de Mananzar et dans les villages avoisinants. Ce qui fait que j'ai découvert à la fois la société Tanal et celle des Antambaok de Mananzar vers cette époque. Alors les différents espaces sociaux dont je vais parler, en fait, ce sont des espaces qui correspondent à des anciens royaumes. Ce ne sont pas des ethnies, hein, ce sont simplement des gens qui se réfèrent à une appartenance à un ancien royaume. Une caractéristique de la région Tanal, d'abord, c'est son enclavement. Alors, ça n'apparaît pas forcément sur cette carte. On arrivait à Fort Carnot, donc Ikung, de préférence par le train, en partant de Fianarantsoa ou de Manakar. Aujourd'hui, le train ne fonctionne plus. L'autre façon d'atteindre Ikung, c'était de prendre la route à partir de Mananzar, en passant par Ifanadian. Vous voyez, on continuait par Tolongwin, on arrivait à Manampach et Fort Carnot. Bon, c'est 200 km, mais il fallait un peu plus d'une journée. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la route soit praticable. Donc peut-être que pour aller voir les Tanals, il faut partir à pied d'Ifanadian, je ne sais pas trop. Déjà à l'époque où j'y étais, la route du sud, je veux dire de Fort Carnot à Ifanirer, était souvent impraticable. Je vais vous montrer une photo. Donc j'ai fait très souvent à pied cette route entre Fort Carnot et Ifanirer, ce qui fait quand même 45 km à pied, mais bon, à l'époque j'étais jeune, je ne crois pas que je pourrais le faire aujourd'hui. Alors cette première photo, c'est pour montrer ce qui est donc le symbole de cette région. C'est le mont Ikung que vous voyez en arrière-plan. C'est pas extrêmement élevé, mais ça fait quand même 1200 mètres. Et surtout, c'est difficile d'accès. Et en fait, cette montagne qui est devenue vraiment un lieu sacré pour les Tanals, a servi de lieu de refuge. C'est-à-dire que lorsque la région a été envahie par des ennemis,
les Tanals se réfugiaient sur ce bastion naturel, on peut dire. Ils ont ainsi résisté à 6 expéditions envoyées par le royaume de Madagascar. Et ensuite, ils ont résisté aux troupes françaises à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors vous voyez, apparemment la photo, là, tout est très vert. Mais en fait, ce que vous voyez au bord du fleuve, qui est la rivière Sandranant, autre symbole de la région, ce sont des forêts de caféiers. Au-dessus, sur les collines, vous avez de la forêt qui, à l'époque, était déjà extrêmement dégradée. Et sur Likung, à l'époque, il y avait encore de la forêt, mais là aussi, elle était bien entamée par des essarts. Et donc, on avait déjà une diminution importante de la forêt. Alors, Tanal, je le rappelle, ça veut dire gens de la forêt. Et je peux dire qu'entre 1971, donc date de mon arrivée, et 1995, c'est l'époque où j'ai cessé de faire du terrain, j'ai vu pratiquement disparaître la forêt de la région Tanal, ce qui est évidemment dramatique, hein, pas seulement pour les Tanals, mais pour toute la région et pour Madagascar. Alors la région Tanal a plusieurs handicaps. Le premier, c'est d'avoir été, on peut dire, complètement délaissée par le pouvoir central. Alors, pendant des décennies, la région Tanal a été de plus en plus enclavée, recevant très peu d'aide, subissant parfois la violence de l'État, comme il y a 2 ans où les gendarmes ont tiré sur la foule en tuant 22 personnes. Un autre handicap, je dirais, de la région Tanal, c'est les aléas climatiques. Ici, vous aviez un pont magnifique sur le fleuve Ougnila, qui a été emporté par un cyclone en 1987. Alors c'est difficile à imaginer hein, quand vous voyez la différence entre le niveau de l'eau, là on est en période sèche, et le tablier du pont. Mais l'eau en fait atteignait le niveau du pont et a emporté une partie du pont. Ici nous sommes en Binanichum, qui est la limite nord un peu du royaume Tanal. Un village où j'allais très souvent, qui est au pied du mont Ikung, c'est le village d'Ambalagouave. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, que même sur les flancs de l'Ikung, la forêt existe encore, mais elle est parfois entamée par les taves. Ce village d'Ambalagouave, au centre, vous apercevez la maison d'un panzak, donc d'un roi, avec les cornes. À l'est de la maison, un ficus, qui est un arbre sacré qui a été planté en même temps que le village a été fondé, je pense. Et puis, il y a d'autres maisons collectives. Il y a celle du chef autochtone, notamment, que l'on ne voit pas là, mais qui est plus sur la droite par rapport à la photo. On est à 5 km en amont de Fort Carnot. Vous voyez que la maison du Panzak est surélevée. En effet, la maison du roi doit être la maison la plus élevée du village et il est interdit de construire une maison qui soit plus élevée que celle du roi. Alors je traduis Panzak par roi, évidemment, c'est une traduction que l'on peut discuter. Hein. Lors de ma présentation à l'IFM, on a eu une discussion avec des amis qui étaient là sur les problèmes de traduction entre le malgache et le français. Alors là, nous sommes dans un village avec la maison à nouveau d'un chef noble, donc d'un Panzak, qui est sur la photo lui-même. C'est le principal Panzak de la région nord de Likung. Il s'appelait Mahazouariv. Ce que l'on voit au premier plan, c'est un poteau aux ancêtres avec des cornes.
que l'on retrouve sur la maison collective elle-même. Et en fait, cela symbolise l'identité entre le roi, la maison et un taureau. En fait, les cornes, ici, bien sûr, symbolisent les cornes d'un taureau avec les oreilles. Vous voyez que le roi est drapé dans une toge que l'on dit à 3 couleurs en tanal. Chaque couleur est associée à un monde de l'univers. En effet, les malgaches, de façon générale, conçoivent l'univers plutôt comme formé de 3 mondes. Le ciel, le monde des vivants et le monde inférieur, ce dernier étant lui-même divisé entre terre et eau. Et en fait, l'association des 3 couleurs, en fait il y en a 4, mais peu importe, sur la toge du Panzak, fait du chef un souverain universel. Alors j'étais en très bon terme avec ce Panzak et c'est lui qui est en couverture de mon premier livre consacré au Tanal et paru en 1983. Évidemment, je lui avais remis un exemplaire de ce livre. Malheureusement, la Tchanoubé a brûlé, donc mon livre a brûlé avec la Tchanoubé. Et là, vous voyez le fils de ce Panzak, c'est une photo actuelle prise il y a 2 ans, pas par moi, puisque je n'étais pas revenu au pays Tanal, mais par un ami Tanal qui habite dans la région parisienne et qui a bien voulu transporter mon livre et le remettre au fils de Mazouarif. Et ce qui est vraiment émouvant pour moi, c'est la manière dont il tient le livre, exactement comme on le fait avec les reliques royales. Il le tient sur ses genoux, protégé par un lambe. Il est en costume cérémoniel avec son épouse, mais par contre, on n'est pas dans une chanoubée, là, c'est sa maison personnelle. Cette photo, ça, c'était le petit-fils du plus grand roi Tanal qui s'appelait Siandrov, qui a vécu au XIXe siècle et qui a été le chef de la résistance Tanal face aux armées mernes qui voulaient contrôler la région. Donc c'est son petit-fils qui était encore vivant donc, au moment où je faisais du terrain. Bon, juste une photo pour montrer que je me suis tout de même occupé de caféier, du moins pendant mon premier séjour. Alors donc, premier séjour, c'était 71-73. Il y a eu un deuxième séjour en 74-75, toujours comme coopérant civil, où là, j'ai fait beaucoup plus d'anthropologie. Donc je pense que mon travail d'agronome en a un peu souffert. À vrai dire, les Tanals n'étaient pas trop intéressés par la caféiculture parce qu'il commençait à y avoir de gros problèmes de subsistance. Donc, à l'évidence, le riz et la riziculture étaient beaucoup plus importants que la production du café. En plus, il y avait des problèmes de fluctuation des prix à l'international et aussi des problèmes de collecte et de sortie du café. Bien sûr, quand on est dans une région enclavée, vendre le café, le faire sortir du pays, c'est difficile. Ici, c'est une plantation de café ancien. Je ne pense pas qu'il s'agisse de café issu de boutures. En fait, ce sont des caféiers que l'on a recépés, c'est-à-dire que l'on coupe le caféier et on choisit des tiges nouvelles dont on va en garder 3 ou 4. Bon, voilà, je parlais de la route du sud de Fort Carnot vers Ifaniré. Bon, c'est une route que l'on pouvait emprunter en voiture, disons, sur 5 ou 6 kilomètres, et ensuite on avait ce genre de problème. C'est même encore plus grave un petit peu plus loin. À l'époque, les Unimog, donc des gros camions, arrivaient encore à passer. Aujourd'hui, je ne sais même pas si la route existe encore. Alors, le mode de subsistance principal des Tanals de Likung, à l'époque, était encore l'essartage.
ce que l'on appelle en malgache tavi. C'est très simple, hein, on coupe la forêt ou des broussailles s'il n'y a plus de forêt, on laisse sécher et au début, juste avant le début de la saison des pluies, on y met le feu. Et j'ai cherché une famille qui accepte de m'héberger pendant la durée des travaux. Je voulais mesurer les temps de travaux. Le TAV était un petit peu contre mes convictions idéologiques, je dirais, mais je voulais voir aussi les cultes aux esprits de la nature. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à voir. Les gens sont un petit peu réticents. Il y en a qui disent « Ah non, non, moi je suis chrétien, donc je ne pratique plus ce genre de culte. » Mais en fait, à peu près tout le monde pratiquait encore des cultes aux esprits. Donc là, j'ai coupé la forêt avec ce paysan donc, qui m'accueillait avec sa famille. Et on a mis le feu, enfin c'est lui qui a mis le feu avec un bambou. Oui, moi j'étais un peu en arrière et je prenais des photos. Il m'avait indiqué où me placer quand même par rapport au vent, etc. Parce que bon, le vasa aurait pu brûler en même temps que le TAV, oui. Alors ça va très vite, hein, quand le TAV est bien sec, en l'espace d'une demi-heure, tout l'espace était déjà calciné. Là, nous sommes, c'est un exemple donc, de la pratique des tanals par rapport au TAV, la pratique ancienne. En tout cas, on est dans un hameau, dans la région justement d'Ifaniré. Donc les tanals habitent ou habitaient, on va dire, 8 mois par an dans ce type de hameau, et seulement 3 ou 4 mois au village, où on revient au village lorsqu'il y a une cérémonie comme des funérailles ou une intranusation d'un chef ou une réunion importante. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez sur les collines les traces d'essarts, donc de taves, qui correspondent à différentes années de défrichement, avec encore au milieu un reste de forêt, et puis quand même au milieu en bas des bas-fonds qui sont aménagés en rizières humides. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement cette production qui est pratiquée par les tanals, parce qu'on a détruit la forêt, donc il y a érosion des sols, et sur les collines, on ne plante plus guère que du manioc. Donc si on veut manger du riz, il faut vraiment essayer d'exploiter les bas-fonds, mais les bas-fonds disponibles ne sont pas suffisants par rapport à la croissance démographique. Alors ces hameaux sont entourés par par des jardins, hein. Il y a des caféiers, mais il y a aussi beaucoup d'autres plantes, y compris des plantes médicinales. Juste un mot, alors le paysan qui avait accepté de m'accueillir avec sa famille sur son tave, dans son hameau, est devenu un de mes principaux, je n'aime pas le terme d'informateur, c'est vraiment devenu un ami, de même que toute la famille. Et par chance, il était devin guérisseur, donc ce qui m'a évidemment aidé dans mes recherches sur les plantes et les pratiques des zumbiages. C'est ce qui a servi en couverture sur la jaquette du livre. Ce sont deux filles du paysan en question qui là sont en train de récolter du riz sur des rizières aménagées. Ce qui est intéressant, c'est que la technique de récolte est la même que sur les taves. Et c'est une technique typiquement austronésienne. C'est-à-dire que l'on ne va pas couper à la faucille, on coupe les épis, on coupe juste sous l'épi, épi par épi, et normalement ça se fait avec un tout petit couteau sans manche. Mais il y a des régions, dans le nord de Madagascar et à Mayotte, où les populations utilisaient, je ne sais pas si c'est encore le cas, des coquillages taillés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de typiquement austronésien.
là, on passe à autre chose, c'est les funérailles en pays tanal, c'est vraiment la cérémonie sans doute la plus importante. Il s'agit de fabriquer, à partir du corps du défunt, on fabrique un ancêtre. Et lorsque le mort est quelqu'un ou une femme importante, les funérailles peuvent durer jusqu'à 5 ou 6 jours. Et le mort peut aller d'un village à un autre selon les demandes des familles. Alors, on est dans une société où le recrutement se fait en ligne indifférenciée. C'est-à-dire que le mort, en fait, peut aller dans 8 tombeaux différents, si vous remontez jusqu'aux arrière-grands-parents. Donc, ce n'est pas comme dans d'autres régions de Madagascar, comme le pays Antémour, où vous êtes normalement enterré dans le tombeau de votre père. Là, on peut aller du côté de la mère, on peut aller du côté de la grand-mère, quel que soit le côté paternel ou maternel, etc. Et ceci donne lieu à des palabres et même parfois à des bagarres pour savoir où ira le corps. C'est ce que les Tanals appellent adifati, des combats pour le mort. Alors vous avez ici au premier plan les étoffes qui sont offertes par des lignées, en principe des proches parents du mort. Au premier plan également, dans une assiette, les queues des bœufs qui sont sacrifiés pour les funérailles. Vous voyez l'étoffe à 3 couleurs qui recouvre, c'était une personne importante, un monsieur âgé là, qui était décédé, et donc le cercueil est recouvert d'une étoffe à 3 couleurs, que l'on n'appelle pas étoffe à 3 couleurs pour les funérailles, mais que l'on appelle étoffe rouge, parce que le rouge, dans ce contexte, est lié au monde inférieur, ce qui est une autre référence aux origines austronésiennes. Alors, on ne dort pas pendant les nuits de veille, donc en général, il y a souvent des danses et des chants, ici avec des dames âgées. Ensuite, ce sont plutôt des jeunes qui prennent la relève, jeunes ou moins jeunes, hein, et qui chantent en s'accompagnant de bambous frappés. Là aussi, c'est un mode d'expression rituelle qui est typiquement indonésien. Ce bambou, en fait, a servi à la toilette du mort. Et c'est lui qui va être utilisé, coupé en lattes. Et donc, on frappe sur ce bambou avec des bâtonnets. Donc ça dure toute la nuit. Malheureusement, ce type de chant a pratiquement disparu aujourd'hui. Donc, en fait, les enregistrements que j'ai pu réaliser sont en train de devenir vraiment des documents. J'ai eu du mal moi-même à réaliser aussi que les photos que j'ai prises, qui datent pour l'essentiel de 1972 à 1976, bon, finalement, ce sont aussi maintenant des documents d'archives. Alors, j'ai continué à fréquenter le pays tanal après mon entrée au CNRS en 1983 jusqu'en 1995. Mais en 1983, donc, je suis devenu officiellement cette fois anthropologue, et non plus un anthropologue clandestin en pays tanal. Et j'ai choisi de travailler sur la côte en pays Antémour. Alors pourquoi le pays Antémour? En fait, il y avait 2 raisons. La première, c'est que cette société jouxtait le pays tanal à l'est et qu'il y a eu énormément de rapports entre les 2 sociétés. Des rapports souvent conflictuels. Hein. Les Antémours ayant parfois tendance à aller chercher des serviteurs en pays tanal. Mais les Tanals ont aussi mené des incursions violentes en pays Antémour. Donc ça allait dans les 2 sens. Hein. Le paysage là est complètement différent. Donc en pays tanal, on est dans une région montagneuse, accidentée,
Ici, on est plutôt dans la basse vallée, donc de la Matatagne. Là, c'est le site de Vuipen, donc le centre administratif, où des grosses pirogues traversent le fleuve. Et moi, j'habitais le village des Anakars, qui est sur une colline que l'on ne voit pas, mais qui est un peu au-dessus. Alors, l'autre raison qui m'a fait choisir l'espace Antémour, c'est que cet espace a été considéré par des historiens et des archéologues comme ayant joué un rôle fondamental dans la construction des grands royaumes malgaches. Et c'est quelque chose que j'ai voulu tester dans ma recherche, en même temps que d'autres collègues. Donc j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors je suis arrivé en pays Antémour en sachant lire les manuscrits arabico-malgaches, qui sont une caractéristique de cette société. Donc c'était un atout. Malheureusement quand même, le savoir des manuscrits arabico-malgaches en principe est quelque chose qui reste secret. Et donc si vous arrivez en disant aux anciens je viens travailler et étudier les chourabés avec vous, l'accueil n'est pas forcément très favorable au départ. Mais j'ai eu la chance très vite d'établir des relations d'amitié avec quelqu'un qui est devenu katib, c'est-à-dire un chef religieux dans le village des Anakars de Vatumashn. Il a succédé au monsieur que vous voyez à droite en blanc, qui était le principal katib, donc chef religieux Anakar, qui s'appelait Mahefaman. Là, on est à l'intronisation d'un chef politique. Alors, une autre caractéristique de l'espace Antémour, c'est une séparation entre le politique et le religieux. Donc, vous avez des clans qui s'occupent du politique, des clans qui s'occupent du religieux, mais à l'intérieur même des clans chargés du religieux, vous avez aussi une séparation entre politique et religieux. À nouveau la toge à 3 couleurs et puis un chapeau qui est tout à fait typique des chefs Antémour, rouge et blanc, qui sont les couleurs dans tout Madagascar de la noblesse. Ce chapeau s'appelle soudir. C'est un mot qui, à mon sens, vient peut-être rapprocher de langue de l'Inde qui se rapporte au coton. Alors j'ai pu assister à toute une série d'intronisations. Là, on est un peu plus haut, en amont sur le fleuve, en pays Antéoung. Donc les Antéoung sont ceux qui avaient la charge du politique. Alors je ne l'ai pas dit, mais le royaume Antémour disparaît au XIXe siècle. Donc il est créé au XVIe siècle par des descendants de musulmans qui arrivent de Vohemar, donc dans le nord-est de Madagascar. Et ces musulmans qui arrivent sur la Matatagne vont se former en aristocratie à l'intérieur du royaume Antémour. Ce royaume implose littéralement au XIXe siècle parce que ce que j'ai appelé les roturiers, en fait, ça traduit un terme malgache qui était Fanyarivoan. Fanyarivoan, littéralement, ça veut dire les pourvoyeurs de richesses. Donc c'est un mot qui exprime bien la situation dominée des autochtones en pays Antémour. Donc il y a eu révolte des autochtones à la fin du XIXe siècle et le royaume Antémour a disparu avant même l'arrivée des colonisateurs français. Et aujourd'hui, les villages des nobles et des autochtones sont absolument séparés. Et en fait, j'ai dû choisir, est-ce que je devais travailler chez les nobles ou chez les autochtones? Et comme je voulais travailler sur les chourabés, j'ai choisi de travailler chez les aristocrates. On a ici l'intronisation d'un roi antéchamp, donc en amont de la Matatagne, avec encore un costume cérémoniel, donc robe rouge avec du blanc également, toujours la toge à 3 couleurs. Alors souvent, ce n'est pas le cas ici, mais la reine,
donc la femme du Panzac, porte un collier d'argent qui est hérité à l'intérieur du sous-clan ou du clan depuis des siècles. Et cet argent, en fait, vient de la traite avec les navires européens. Donc, je le disais, la caractéristique du royaume en Témour, du côté de l'aristocratie, c'est la possession de manuscrits écrits en caractère arabe, mais adaptés à la langue malgache. Donc, vous avez un exemple ici, c'est un manuscrit qui est à Paris, hein, qui est au musée du Quai Branly. Le contenu de ces manuscrits, donc, est essentiellement magico-religieux, avec, par exemple, sur celui-là, des charmes de guérison. Mais dans les manuscrits les plus anciens, il y avait aussi d'autres choses. On peut en parler tout à l'heure si vous le désirez. Le papier était fabriqué sur place par les Antémours qui avaient apporté la connaissance de la fabrication du papier. Et les manuscrits sont recouverts de peau de zébu. Et c'est cette couverture en peau de zébu qui vraiment consacre le chourabé et en fait un objet ancestral presque autant que le contenu du livre lui-même. Alors ces chourabés sont utilisés, je dirais, journellement, quotidiennement, par les devins guérisseurs et les chefs religieux pour des soins. Là, nous sommes chez un khatib, vous le voyez sur la photo de droite, un khatib de la moyenne Matatang, qui est en train de recopier sur une feuille d'arbre du voyageur des charmes qu'il a trouvés dans un de ses livres, pour un monsieur qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est venu pour une personne malade. Ça, c'est une pratique que l'on trouve dans tout le monde musulman, hein, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Asie du Sud-Est. On va écrire des extraits, bon, souvent ce sont des extraits du Coran, hein, sur du papier ou des feuilles d'arbre. Ensuite, le malade ou la malade va boire l'eau contenant les écrits, et le pouvoir de ces écrits est censé apporter la guérison. Autre utilisation, c'est dans les rituels, à peu près tous les grands rituels, on trouve l'utilisation de textes qui sont tirés des manuscrits arabico-malgaches. Alors ici, on est dans le village de Vatoumash, donc on était en fait dans la maison du khatib que vous avez vu tout à l'heure. C'est pour un rituel qui est pour le semis du riz de rizière collective. Et on va écrire donc un certain nombre de prières, toujours sur des feuilles qui sont liées entre elles. À nouveau, on va dissoudre les écrits dans de l'eau et on va asperger le riz à semer avec ces écrits. Vous voyez au premier plan un livre ancien, donc un chourabé ancien. Chourabé, ça veut dire grande écriture. Donc c'est le terme à la fois pour l'écriture mais aussi pour les livres. Vous voyez ici que c'est un livre ancien qui commence à être un petit peu abîmé. Et en fait, c'est un des problèmes aujourd'hui, hein, c'est que ces livres sont de moins en moins recopiés par les jeunes générations, je dirais, de devins ou de khatib, pour diverses raisons. Et il est vraiment important, je crois, de pouvoir avoir accès à ces livres, de les photographier et de les numériser pour sauver le contenu de ces livres et le savoir des chourabés. Alors, rouge et blanc, je le disais, c'est la couleur de l'aristocratie, donc dans tout Madagascar. Les Antémours, donc l'aristocratie Antémour, lorsqu'elle est arrivée, donc à la fin vers le milieu du XVe siècle, a constitué un royaume au début du XVIe, en éliminant par la force des gens qui avaient déjà formé un royaume sur place et qui s'appelaient les Afir Aminir, dont je vais parler tout à l'heure.
Flacourt en parle, hein, c'est un écrivain français donc, du XVIIe siècle. Flacourt parle de cette élimination par la force des Affiramini, malheureusement qui n'est pas situé dans le temps, et on a peu d'informations en fait sur la manière dont les combats se sont déroulés. Paradoxalement, la culture en Témour a hérité énormément de traits de la culture Zafiramini. Un des traits, c'est ce que vous voyez sur la maison, ce sont les cornes que l'on a déjà vues en pays tanal. Ici, il y en a 3 en forme de triangle. Normalement, elles portent des oiseaux qui sont évidemment le symbole céleste, oiseaux que l'on va voir pour les maisons collectives des Antambaok. À gauche, vous voyez le poteau aux ancêtres qui s'appelle chez les Antémours Famarina. Donc ça, c'est la maison royale du grand roi Antémour qui est à Ivatlu, c'est-à-dire en aval de Vuipen, le centre administratif. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo, hein. C'est une photo prise en 2024, si mes souvenirs sont exacts, par une collègue et amie qui s'appelle Silviane Eposteri, qui est une chercheuse italienne avec qui je travaille et qui a réalisé une thèse sur les Chorabés. Alors, parmi les cérémonies importantes du pays en Témour hérité des Affiraminirs, il y a la circoncision. Donc circoncision qui, dans certains sous-clans en Témour, se fait comme chez les Antambaok tous les 7 ans, chaque année vendredi. En effet, les Antambaok et certains groupes en Témour comptent par semaine d'année, ce qui n'est pas musulman du tout, mais par contre, c'est une pratique que l'on rencontre parfois dans l'océan Indien. Les cérémonies de circoncision chez les Antémours sont assez complexes, mais beaucoup moins que chez les Antambaok. On va parler tout à l'heure des Antambaok. Ça commence le vendredi matin. Bon, vendredi, c'est le jour de la circoncision, référence bien sûr à l'islam, hein. Ça commence par une coupe des cheveux de l'enfant qui est faite par les femmes dans la maison collective. Ensuite, il y a toute une série de rituels. Il y a notamment, on pratique la géomancie, qu'à Madagascar on appelle sikid, pour savoir s'il y a des problèmes éventuels à venir, si des familles n'ont pas commis des fautes qui pourraient entraîner des accidents au moment de la circoncision. Donc ça, c'est réalisé par le chef religieux. Alors, autre cérémonie importante, c'est à nouveau les funérailles. Bon, dans tout Madagascar, évidemment, les funérailles, c'est un moment important puisqu'on fabrique un ancêtre. Ici, elles étaient particulièrement importantes dans ce village puisque c'était le conseiller du grand roi qui venait de mourir. Par hasard, je suis arrivé dans le village le jour de sa mort. Et j'étais déjà en bon terme avec la famille, mais ils ont considéré que si j'arrivais le jour de la mort du chef, ça n'était pas un hasard, donc ils m'ont vraiment incorporé à la famille. Vous voyez que le corps est sur une sorte de catafalque porté par des troncs de bananiers le long de la paroi ouest de la maison, et donc la tête est dirigée vers le sud. Et ceci oblige les gens qui entrent par la porte ouest à passer sous le corps du chef, du roi, ce qui est une manière de lui rendre hommage et de s'humilier. Donc les descendants et tous les membres de la communauté doivent agir de cette façon. Une autre façon de dire adieu aux morts, vous voyez ici, près du catafalque, il y a un mortier. Donc les parents proches du mort montent sur le mortier et regardent le visage du mort et éventuellement prononcent des prières.
Et le fils du défunt m'a demandé de faire cela, et non seulement de le faire, mais de prendre une photo du visage de son père. J'avoue que je n'aurais jamais osé faire ça si on ne me l'avait pas demandé. J'étais un peu nerveux en me disant, bon. Et finalement, la photo a été réussie, mais c'est la photo du visage du mort, donc qui paraît dormir. Vous voyez qu'il y a... On immobilise le menton, mais ça c'est quelque chose qui est très commun dans tout l'espace musulman, mais pas seulement dans l'espace musulman, on trouve ça dans différentes sociétés européennes. L'idée c'est que le monde des morts, ou l'entrée dans le monde des morts, tout doit être à l'inverse du monde des vivants. Donc ça veut dire qu'on doit fermer les yeux du mort. Lorsqu'on est vivant, bien sûr, on a les yeux ouverts. Lorsque l'on entre dans le monde des morts, on doit avoir les yeux fermés. Vous voyez qu'on l'a revêtu également du costume royal avec le chapeau soudi rouge et blanc. Alors la troisième société dans laquelle j'ai travaillé, c'était donc les Antambaok de Mananzar, qui sont célèbres dans tout Madagascar pour leur fête de circoncision, qui s'appelle Shambach. Chez les Antémours, c'est presque le même mot. Hein. Les Antémours disent Shavach, qui est un mot d'origine malaise. Le Shambach Antambaok, c'est une cérémonie qui dure 1 mois. Mais c'est surtout pendant la dernière semaine, que les Antambaok appellent Semaine Sainte, que des cérémonies ont lieu qui sont différentes tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'assez grandiose. Il y a énormément, ça réunit toute la population Antambaok. Aujourd'hui aussi pas mal de touristes. J'ai pu y assister en 1972, où il n'y avait pas du tout de touristes, et 1986. Et l'avantage pour moi, bien sûr, c'est que j'avais déjà des contacts avec les Panzak. Donc, j'ai été là aussi véritablement intégré dans une Tchanoubé, dans une maison collective de Mananzar à Machindrano. Ces fêtes de circoncision, en fait, ça va beaucoup plus loin que la circoncision. Les fêtes racontent l'arrivée de l'ancêtre mythique qui s'appelle Raminir et qui va arriver par bateau et prendre possession du sol. Alors Ramini, c'est un nom il n'y a jamais eu d'ancêtre en fait qui s'appelait Ramini. C'est un terme que l'on peut rapprocher d'un mot arabo-persan qui est Ramni. Et Ramni, dans les textes arabo-persans anciens, désignait le nord de Sumatra. Donc probablement les Afiramini, qui sont les ancêtres donc, des Antambaok, mais aussi d'autres groupes de la côte Est, notamment que l'on trouvait en pays Antanouche, hein, Flacourt en parle au XVIIe siècle. Donc ces Afiramini sont sans doute arrivés à Madagascar au XIIIe ou XIVe siècle en provenance du monde malais. Je vais aussi m'en expliquer tout à l'heure. Alors, la semaine sainte, voilà, ça commence le lundi par des femmes qui apportent des joncs pour la réfection des nattes de la maison collective. Alors en fait, ce sont des joncs déjà secs, là on triche un peu, hein, ce n'est pas des joncs qu'elles viennent de récolter. Elles sont en costume traditionnel pour ce genre de cérémonie, avec un costume rayé, avec ça s'appelle chalouva. Ça se passe le mercredi, par contre. Bon, c'est la préparation d'une calebasse. Alors la calebasse, qui s'appelle Voita Varivula, la calebasse aux 1000 hommes, elle va servir à chercher de l'eau sacrée que l'on va prendre à l'embouchure du fleuve Mananzar. L'embouchure du fleuve a une symbolique particulière, c'est une sorte de centre du monde. Et on ne va pas prendre l'eau n'importe où, on va prendre des tourbillons du fleuve.
Et ceci se fait en pleine nuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc ici, un ancien est en train de préparer la coupe de la calebasse, la coupe du col de la calebasse. Et en fait, c'est un geste qui déjà préfigure celui de la circoncision. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est en train d'apposer des taches de kaolin, donc c'est de l'argile blanche. Et le kaolin, symboliquement, c'est la poudre des os des ancêtres, dans tout Madagascar. Donc c'est quelque chose qui va relier les vivants aux ancêtres et aux esprits de la nature. Ensuite, il y a du rhum également qui a la même fonction de relier les vivants et les morts. En fait, ça se passe le mardi. Donc ce sont les oiseaux dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, on a installé des cornes nouvelles sur chaque maison collective, donc Tchanoubé, habitée par un panzak. Des oiseaux ont été fixés à l'est sur ces cornes et des jeunes vont verser du rhum pour consacrer les oiseaux. Là, vous voyez des jeunes qui sont partis en forêt récolter des feuilles d'un palmier qui s'appelle l'akach, et ils reviennent avec des tiges d'amum, et ils reviennent avec des masques de kaolin. En fait, ces masques de kaolin montrent leur identification à des esprits de la nature. Donc les esprits de la nature, en fait, apportent la fécondité dans la Tchanoubé. Et lorsque ces jeunes arrivent près de la Tchanoubé, il y a des combats avec ces feuilles d'amum, mais quelquefois c'est quand même assez sérieux comme combat. Il y a certains jeunes qui en profitent pour régler certains différends. En tout cas, ce sont les jeunes esprits, si j'ose dire, qui doivent sortir vainqueurs de la lutte, parce que ça exprime donc l'entrée de la fécondité. C'est pris non pas à Mananzar, mais au village d'Ambutsar. C'est un village en Tambaok très célèbre pour une sculpture en pierre qui s'appelle le Vatusari Lambu. Pierre étymologiquement à l'image d'un zébu ou d'un bœuf. Donc le vendredi matin, on va sacrifier un taureau. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'identification du taureau, du roi et de la maison. Et le roi ici est en costume rouge, donc costume cérémoniel, avec ici un chapeau rouge. Donc prière évidemment à la Zanahar, donc la divinité, et les ancêtres. Je ne sais pas si les esprits du sol ont été invoqués ou non. Je parlais de prise de possession du sol. Bon, c'est illustré ici par, au début du vendredi après-midi, une grande procession va réunir tous les Antambaok, à la fois à Mananzar et dans les autres villages, et on va se diriger vers l'embouchure du fleuve ou un confluent, et tout le monde va se baigner pour une purification avant la circoncision elle-même. Et ici, vous voyez un panzak en costume cérémoniel qui est en train d'effectuer une danse guerrière. Dans la bonne humeur, comme vous pouvez voir, les jeunes sont hilars derrière lui. Bon, peut-être qu'ils ont aussi un peu abusé de la bière de canne à sucre. Alors, c'est la préparation à cette procession. Ce sont des jeunes filles, là, ou des petites filles qui sont appelées les abstinentes. En effet, les parents biologiques des enfants à circoncire doivent s'abstenir de toute relation sexuelle pendant toute la durée, la dernière semaine en tout cas, du Shambach. Mais on élit, comme ils m'ont dit, c'est un peu difficile de tenir l'abstinence sexuelle pendant une semaine. On élit des jeunes filles qui jouent le rôle d'abstinentes. En fait,
ça n'est pas la bonne explication. La bonne explication, c'est que symboliquement, on va remplacer la reproduction biologique par une reproduction culturelle qui est effectuée non pas par les femmes, mais par les hommes. En tout cas, donc, ces jeunes filles abstinentes là, portent des provisions, c'est le terme employé, vatsi, avec du riz, donc c'est attaché sur leur dos, du riz, du sésame et un morceau de la côte du taureau. Vous apercevez à droite, on ne le voit pas très bien, on le verra mieux peut-être sur la photo suivante, un garçon à circoncire qui est en robe rouge. Donc il est en robe de roi. Et on pense, si on fait de l'anthropologie, il y a déjà pas mal d'années, un anthropologue britannique qui s'appelait Arthur Ocar, qui a été injustement méconnu, à mon sens, et qui a expliqué que universellement, la cérémonie de référence, c'était l'intronisation royale. Et effectivement, on le retrouve ici en contexte malgache, où, que ce soit pour les circoncisions ou les funérailles, les gens vont être habillés en costume de roi. Voilà la procession dont je parlais, qui se fait le long de la mer, lignée par lignée, et périodiquement, les gens s'assoient, sauf les porteurs de la calebasse, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui restent debout avec leur garde. Et là, vous avez au premier plan, on les voit mieux, des garçons à circoncire. Alors, comme la circoncision se fait tous les 7 ans, autrefois, il y avait des garçons qui avaient presque 7 ans, donc c'est assez tard pour réaliser une circoncision. Aujourd'hui, la plupart des garçons sont en fait circoncis à l'hôpital. Toutefois, pour devenir Antambawok, il est indispensable d'être assis sur le crâne du taureau. Donc, ce crâne coupé du taureau est au seuil de la porte est de la grande maison. Le circonciseur s'est contenté, puisque le garçon est déjà circoncis, de couper un petit morceau de la robe rouge du garçon. Et là, il y a un ancien qui est en train d'assembler les différents petits morceaux de robe rouge sur le crâne du taureau. Alors j'ai essayé à la fin de mon ouvrage de faire ce que j'ai déjà fait dans mon ouvrage sur les Aphiramini, c'est-à-dire de faire une synthèse, une comparaison et une synthèse entre les trois sociétés que j'ai décrites, mais aussi donc une comparaison avec les autres grands systèmes royaux de Madagascar pour tester l'hypothèse donc d'abord de l'historien Hubert Deschamps, ensuite de l'anthropologue Polotino et puis de l'archéologue Pierre Vérin, donc qui voyait le sud-est de Madagascar comme le creuset qui a influencé toutes les grandes constructions de Madagascar. Donc j'ai représenté sur ce schéma les différentes influences culturelles qui se sont exercées, mais aussi, c'est extrêmement important, tous les échanges qui ont eu lieu à l'intérieur de Madagascar. Les Aphiramini ont effectivement joué un rôle essentiel dans la construction des grands systèmes monarchiques, mais en passant d'est en ouest, ils ont rencontré sur la côte ouest de Madagascar des éléments de culture est-africaine, et on a la formation des premiers royaumes Marou-Serang et ensuite, plus au nord, des royaumes Sakalaves. D'autres migrations, au contraire, se sont faites d'ouest en est. Par exemple, les Tanals de Likong dont je parlais sont les seuls à avoir des reliques royales. Et ça, c'est une institution qui est d'origine est-africaine, que l'on trouve bien sûr sur la côte ouest de Madagascar. Et les Tanals ont adopté cette pratique parce qu'un devin originaire du Ménabé, donc du pays Sakalave,
est arrivé au XVIIIe siècle à la cour du grand roi Tanal qui s'appelait Anjiamataitane. Et donc les rois Tanal ont adopté cette pratique. Donc j'ai en gros considéré que l'hypothèse de Deschamps, qui mettait l'accent sur l'importance des Affaires-Mini historiquement pour Madagascar, était valide, mais j'ai fortement nuancé, donc en montrant l'importance d'anciens royaumes bantous qui étaient installés sur la côte ouest, en montrant l'importance, mais Chantal Redimila l'a déjà fait, montrant l'importance des ports du nord-ouest de Madagascar, qui ont été la première ville, Chantal l'a montré pour Maïlac, les premières villes se situent dans le nord de Madagascar, avec une présence à la fois est-africaine et arabo-persane, mais aussi sans doute d'Austronésiens. Et puis, d'autre part, il faut distinguer, même si on est toujours dans une influence austronésienne, indonésienne, il faut distinguer les ancêtres des Affaires-Mini des ancêtres des Andrines de Limerne. Les ancêtres des Affaires-Mini ont une symbolique d'origine malaise, c'est ce que je représentais dans ce schéma, c'est-à-dire que le roi se situe en aval sur le fleuve, il va placer ses cadets en amont pour le contrôle de l'ensemble de la vallée, et il va essayer de contrôler d'autres systèmes fluviaux. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien expliqué, notamment par l'archéologue Pierre-Yves Manguin, pour tout ce qui est l'espace malais. Sumatra, péninsule malaise et Kalimantan. En revanche, pour Limerne, la symbolique est assez différente, puisque là, on va faire référence aux 12 collines sacrées. Le roi se situe symboliquement au zénith du monde, et à partir du zénith, il va contrôler la population et il va aussi contrôler la riziculture. Et Gabriel Rantoinge a été un des premiers, je pense, en particulier à Madagascar, à montrer les analogies que l'on peut faire entre la symbolique des andrines de Limerne et la culture des grands royaumes javanais, en particulier Mojopahit, donc entre 14e et 16e siècle. L'historien Denis Lombard pour Java a parlé de riziculture de droit divin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, ici, correspond à quelque chose, hein, si on pense à Anjian Ampuinmern et à ce que Anjian Ampuinmern aurait dit par rapport au riz. Donc, voilà, je terminerai là-dessus. Donc, il faut distinguer finalement, même s'il y a eu des interactions entre Zafir-Amini et ancêtres des rois de Limerne, je pense qu'il faut distinguer ces deux apports, même si finalement les différents apports et aussi les échanges à l'intérieur de Madagascar ont réalisé une certaine unité des cultures de l'île. Finalement, on pourrait parler d'unité dans la diversité, c'est-à-dire que chaque royaume, effectivement, a tout de même ses caractéristiques propres. J'ai essayé de distinguer, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai essayé de distinguer entre royauté sacrée et royauté divine. Mais malgré tout, il y a bien sûr une unité culturelle malgache. Voilà, je terminerai là-dessus et je vous laisserai la parole.